KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Un petit génie noir passa dans les chapelles intérieures vouées au culte d'Anne pour éteindre une à une des lampes d'or. Celles que William James avait allumées, celles qui étaient dédiées au début de phrases tremblants, celles qui servaient d'ex-voto pour les futurs voyages. Ces extinctions étaient lentes, hésitaient. Le petit génie noir tremblait et pleurait devant les sacrifices. Le président, par-dessus sa grappe de raisin, pérorait cette fois d'une voix conventionnelle, intermédiaire entre l'intime et l'officiel, chauffée par les crus et les desserts. « Ce projet, disais-je à notre hôte, aurait toutes les chances. Je le souhaiterais pour mon bon plaisir personnel, pour le Conseil général et qui sait après. Je pourrais dire sans témérité, pour le bien de toute cette région. » Une candidature d'Aigresse des Sablons naissait, prenait forme et consistance. Quant à la couleur, on verrait plus tard. Peut-être vert agricole ou rose ou écarlate, ou même tripartite et mêlée. Elle éclairait déjà la noble figure bourbonienne de Monsieur d'Aigresse des Sablons, y prenait le truchement d'une douce modestie, destinée à conquérir le cœur des personnes qui, dans nos nécessaires inégalités sociales, pouvait avoir été moins que lui favorisé par la Providence. Toute cette partie de la table, depuis le gauche de M. d'Aigresse des Sablons jusqu'au bout, et de ce bout jusqu'au président, se trouvait noyée dans ce déferlement de considérations politiques. L'autre partie, quoique atteinte, elle aussi par le raz-de-marée, maintenait à sec certaines éminences rocheuses où l'on reprenait pied. Isolée sur ces refuges, quelques voix se lançaient à l'une, à l'autre, par-dessus les eaux, des sortes d'amarres pour conversation submergée. Elles visaient en général Madame d'Aigresse des Sablons, et relancées par elle, rejoignaient le lanceur d'origine. « Mais vraiment, disait-elle, avec ce rien de hauteur dans l'ironie qui, succédant sans la moindre transition à une camaraderie toute unie de propos, donnait tant de saveur à son commerce, Monsieur Méridier n'a aucune opinion sur cette ascension d'hiver au Mont Blanc? Il a la cruauté de nous le faire croire? Augustin rattacha le propos à quelques lambeaux volants qui, peu de minutes auparavant, avaient frappé ses oreilles d'un heurt mou, ne pénétrant pas. Sur leur morceau à bouter, il mit le couple de vieilles étiquettes. La montagne, la mer. Il commença un « Mon Dieu, madame !» tellement imprécis qu'un geste de la main suffisant à en épuiser le contenu, il n'eut plus rien à rajouter. Cette région des entretiens familiers fut heureusement arrachée à l'horreur d'une fissuration par un susurrement de madame Marguillier, perceptible pendant une accalmie. « Moi, soupirait-elle, je n'aime pas la montagne à cause du vertige, ni la mer à cause du mal de mer. Je sais combien c'est ridicule, mais c'est comme ça. » Elle imprima une confusion de petite fille à ses traits de bourgeoise riche, vieillissante et sensible. Madame d'Aigresse des Sablons accueillit l'antique sujet avec la même sympathie qu'un neuf, avec plus d'égard, peut-être même, et l'espèce de bienveillance qu'on montre à un vieillard fatigué. « Ce n'est pas ridicule, n'est-ce pas, monsieur ? Que ce n'est pas ridicule. Si l'on en croit Montaigne, ce n'est pas ridicule, dit Augustin d'une façon aimable quoique agacée, et sans d'ailleurs pouvoir comprendre pourquoi il avait émis ce pédantisme. Comme M. Méridier vous met tout de suite en bonne compagnie. Et que dit Montaigne du vertige? Il nous parle des montagnes de Deçà, ce qui veut dire, selon M. Villet, les Pyrénées françaises, et il assure que leur grande profondeur lui donne horreur et tremblement des jarrets et des cuisses. Et comme vous savez avec précision de quelle partie du corps vous tremblez.
Un seul coin paraissait également à l'abri de la conversation politique et de l'autre, celui où le vieux monsieur à tête de juge pour concours hippique s'isolait de plus en plus avec Anne, hors du multiple brouhaha qui ronflait en cette fin de déjeuner. Augustin distinguait sa raie élégante entre les cheveux restés gris-blond. Cette même déférence mondaine qui haussait et baissait la longue tête noble montrait la raie de face ou debout, comme un sentier ou comme un Y. Que pouvait-il donc dire qui appela la mobilité moqueuse et spirituelle de ses sourires? Au prix de leur liberté ravissante, tout ce qu'il avait recueilli, lui, était formel et compassé. Le côté houdon et Watteau, se dit-il avec une froideur furieuse. Je pressentais son existence, je suis heureux de l'avoir vu de loin. Ce vieux monsieur avait peut-être pouvoir de rappeler des choses de sa petite enfance, ou d'une adolescence qui, lui, Augustin, n'avait pas connue. D'autres le pouvaient comme lui, plus jeune, élégant, intime, à qui suffisait une allusion dans des dialogues d'initiés, confidence dont il était rejeté. Il continuait à voix tranquille des conversations mortelles, coupées de monologues saccadés, sans que rien transpirât d'un chagrin qui l'étranglait. Il pouvait bien souffrir un peu, souffrir pour souffrir, autant souffrir devant elle. N'était-ce pas ses propres paroles? Eh bien, il était servi, il souffrait bien, d'une souffrance faite de torsions physiques, de désespoir et de stupeur. Il but un verre d'eau froide, émit pour l'usage de Madame Marguillier des propos de l'espèce aimable, puis se tut 5 minutes. Le temps de laisser réédifier lentement quelques parties suffisamment résistantes de son moi démantelé. Non, il ne pouvait souffrir ainsi. Il fallait en finir. Il y avait bien un moyen d'en finir, il trouverait. Ses accès sont violents, mais ils passent. Ils passent. La conquête de l'indifférence. Combien de temps prendrait-elle? Grand Dieu, combien de temps? Il crut bien en sentir l'amorce, une sorte de délaissement, ravageant, vaguement libérateur, appuyé et nourri de sarcasme. Les sentiments les plus raisonnables, sur lesquels 99% des hommes fondent leur foyer, ne me suffisent pas, apparemment. Les lyrismes, les mirages, les bonheurs romanesques chers à Madame Marguillier, tous les paradis sociaux vont m'être donnés par un apax du destin, par mon usage privé, par une convergence unique des déterminismes du monde. C'est ce qu'attend mon sens du vraisemblable. Ce mélange de dérision et de verbalisme lui fut salubre, et il le crut. Pour la première fois, depuis que durait ce déjeuner interminable, il s'imagina respirer, à longues respirations déblayantes et tremblées, quelque chose comme de l'air naïf et tout simple, le souffle des montagnes, un parfum de prose et de grand vent. Certes, il devait prévoir quelques retombées brusques et déchirantes. Pourquoi donc Anne eut-elle ce geste d'extrême et inconsciente grâce, portant d'un long mouvement spiralé sa main vers un côté de sa chevelure, jusqu'en Augustin, ayant décidé qu'il ne la regarderait plus, regardait encore pour la dernière fois. Il dut s'appuyer avec lenteur contre le dossier de sa chaise, la poitrine réduite et le cœur serré, un sourire quelconque sur le visage. La manipulation des bols d'eau s'était à peu près arrêtée avec le bruissement du service et le pivotement huilé des portes d'office. Le chœur désordonné des voix sonna brusquement contre un silence qu'on entendit. Les domestiques avaient changé d'attitude. Les 4 livrées circulaient encore à pas imperceptibles. Mais le maître d'hôtel, le dos ostensiblement plaqué contre la grande porte blanche, bombant la cuirasse de sa chemise d'habit, haut, impassible, sculptural, pensait à son propre déjeuner. Quelques conversations particulières traînèrent, entretenues par Madame Desgraisses des Sablons, pendant tout le temps dont 2 ou 3 dames avaient besoin pour achever leur confiserie.
Augustin entendit de vagues réflexions sur les salons de peinture. Comme pour tout ce qu'elle estimait poétique ou compliqué, elle interpella Augustin, qui pensait ne plus avoir à parler, et sa réponse lui parut la queue maladroite d'un chapitre fini. Si la sérénité s'exprime par des lignes droites... Oh, je ne sais pas, madame, fit-il, d'un ton assez nonchalant. Je croirais volontiers qu'il est des sérénités de plusieurs sortes. Je me rappelle avoir trouvé sereine une montagne bouleversée de plis et de roches, dans un soir très pur. Certaines acceptations de souffrance sont d'une grande sérénité. Combien de temps dure l'acceptation ? Demanda-t-elle avec une douceur de rêve. Mais elle se leva tout de suite, sans attendre la réponse, comme le Pilate joannique. Augustin se vit dresser son long buste élégant, inclus jusqu'alors sous le niveau commun, de son côté de la table. Elle mit en même temps une indifférence cordiale à expliquer au président que les considérations politiques gagnaient à être développées au salon devant une tasse de café. « Madame, » dit le vieux sénateur, debout près d'elle et lui donnant le bras, « ces considérations réclament quelque chose d'un peu plus chaud que le café. » Il pensait à un verre d'Armagnac ou de chartreuse verte. Il avait la chance d'en posséder encore. Et tout épicurisme en général lui était une joie minuscule et solide, nullement perdue dans la vaste saveur de ses satisfactions politiques. Plus que celle-ci, elle conservait, à l'encontre d'ordonnances médicales, un attrait de fruit défendu. Elle se prenait tel un plaisir libertin, relevé, comme disent les cuisiniers, de traces de malice et de défi. Du vieil héritage janséniste, ce qui persistait, c'était cette pincée de poivre. « Monsieur le Président, » dit-elle amusée, « votre bénédictine vous attend, ou votre grand marnier, ou tout ce qui vous plaira, pour rougir vos opinions qui d'ailleurs, je crois, n'en ont pas besoin. » Sa raillerie glissait, légère et d'un charme infini. Lui continuait de plaisanter sur les opinions et les liqueurs, comme un maire rural tourne son chapeau. Il méprisait le mari, mais Madame Desgresses des Sablons savait jeter au travers de ses longs et durcissants succès quelque chose qui, si extraordinaire que ce fût, ressemblait à de la timidité. Parmi toute sa séduction, qu'il sentait violemment, il lui trouvait ce qu'il appelait des airs, des attitudes, qu'il ne pouvait rattacher à aucun désir de tenir sa distance, car la distance se tenait bien toute seule. Il ne comprenait pas très bien. C'était d'ailleurs situé fort loin de ses prises, en des cantons de lui mal connus. Pour trouver le vrai sens de ses attitudes ou de ses airs, il eût fallu beaucoup plus que de la finesse juridique, de l'habileté manœuvrière ou la connaissance de son monde politique dont il ne manquait nullement. La surréaction de Madame Desgresses des Sablons, coupant brusquement le verbalisme d'Augustin, le jeta dans une véritable tornade de timidité et de terrible espérance. Anne allait reprendre son bras. Son cœur lui présenta des puissances de souffrir rafraîchies, toutes neuves, prêtes pour de futures servitudes et plus voraces bonheurs éphémères. Il se lança au-devant d'elle, et rien d'autre ne compta plus. Mais cette joie n'eut pas le temps de déferler sur lui. Un incident changea l'ordre du cortège. Le maître d'hôtel, dans sa hâte, à désencombrer le chemin des couples, s'était jeté sur les chaises d'un mouvement si brusque que le pied de l'une d'elles s'emmêla sur le tapis à quelque chose qui devait être un fil électrique. Il dut quitter ses gants. On vit tâtonner sa grosse main rouge, tandis que M. Desgresses des Sablons posait sur lui son œil magnifique, et à fleur de tête, lourd de silence et de mépris. Mais quand reprit le cortège, les couples se trouvèrent dérangés. La voisine de droite d'Augustin, engagée dans une conversation avec lui, l'immobilisa, tandis qu'un autre, peut-être le vieux colonel, conduisait Anne. Comme un rideau sur une fin de féerie, une résignation stoïque et déchirante s'abattit sur Augustin. Il sourit avec une amabilité toute simple à la vieille dame à l'allure de douairière avec laquelle il s'entretenait.
Il continua de parler sur les salons de peinture, articles de revues et auteurs bien pensants, qui étaient la pâture de sa vie intellectuelle à elle, comme le voyage d'Italie l'avait été de sa vie sentimentale pour Madame Marguillier. La vieille dame lui en sut grand gré. Puis elle prit le bras d'un autre et partit. Désorganisés, les couples se reformèrent comme ils purent. Augustin lui parlait comme à la surface de son âme, avec une aisance automatique et fébricitante, et assez de silence interposé pour que, sous la pellicule glacée des apparences, une sorte de chant pût se dérouler, plein de rythme, de fureur, et de tendresse et de désespoir. De tous les moments qui composèrent ces heures de délices et de martyrs, ceux qu'occupa ce long retour fiévreux à un bras dérisoire, dans tous les endroits traversés ce matin par ses inquiétudes éperdues, furent peut-être les plus ironiques, les plus violents et les plus ravagés. Les mêmes petits salons anciens dont le souvenir l'étranglait, cette gageure de conversation automatique et brillante, hachant les vers de Goethe, une envie de crier, de pleurer ou de rire. Vraiment, c'était d'un comique extrême, unique dans son histoire, et il valait la peine d'avoir passé par là. Dans le grand salon, le même coloré, fastueux, horrible chaos de tapis, de fleurs, de peintures, de feuillages, de parcs, dont la perspective des baies et des glaces se proposait comme à sa venue. Il rendit à Marie-Louise sa révérence et promena quelque temps entre les chaises sa détresse, sa dérision de lui-même, sa lassitude de tout. Très loin, dans l'autre axe du salon, en un groupe de personnes où se trouvait le vieux monsieur et d'autres plus jeunes debout près d'elle, la grâce d'Anne était enivrante. Augustin, à cette distance, put la regarder franchement, sans danger. Il la voyait de profil. Elle ne s'occupait pas de lui, ne savait plus s'il existait, ne lui était plus rien. Il la détaillait d'une observation glaciale et furieuse, isolement extérieur, déchiré, antithétique, avec de courtes poussées éperdues. Qui êtes-vous au tréfonds de vous-même? Telle que vous m'apparûtes, princesse de neige et de mélancolie, au mysticisme inexplorable. Ou telle que maintenant vous vous montrez, dans le ruissellement de votre rire, mutine et presque bondissante, posant comme une bergère d'idylle sans peser vos pieds légers sur le tapis. Tant de pureté et tant d'éclat, un cœur si riche et tant de mystère, tant de race dans toutes les attitudes et toutes les cachettes de la vie. Là, il se dit qu'il faisait des phrases et qu'il divaguait. C'était beaucoup plus simple, infiniment plus simple. Il n'avait, dès qu'il le pourrait, qu'à s'excuser et partir. L'assurance qu'il ne verrait probablement plus aucun de ceux qui étaient là, qu'il s'arrangerait bien pour cela, lui parut le complément naturel de sa misère, et aussi une sorte de vengeance à leur égard à tous, de toute cette peine qui l'accablait. Un peu comme on se suicide, moins par désespoir pur que pour se venger de l'être par qui l'on a tant souffert et qu'il apprendra lorsqu'il sera trop tard. Il découvrit entre deux jardinières de Copenhague la couverture saumon d'une revue des deux mondes. C'était parfait. Excellente lecture. D'une puissante neutralité. Elle l'occuperait jusqu'à ce qu'il fût possible de partir. Jean Maldona. La vie d'université et l'incroyance humaniste en 1564. C'était, avec le titre et sous-titre, une étude autour d'un nom chargé de fournir à l'idée générale le minimum de romanesque né d'une personne particulière et de ses aventures. Le travail juxtaposait, suivant les bonnes traditions normaliennes, un certain piquant d'exposition à une fastidieuse critique de méthode et de source, d'autant plus pesante qu'elle jouait la légèreté. L'auteur était Jean-Paul Denisot, dont Augustin se rappelait le laborieux dilettantisme. Ce qui remonta dans sa pensée, ce fut ce spectacle de vieux quartier populaire, si souvent contemplé de Saturne en 3e année, au dernier étage de l'école,
tandis qu'il rêvait, Brûle et lui, devant le paysage le plus mélancolique de Paris. La pauvreté des couvents qui s'y éteignaient plus ou moins, les vieux arbres dans la distance, au fond des cours brunes, le sommeil des ruelles aïeules, toutes ces choses agonisant à ses pieds, dans les diminutions diverses de la misère, bordaient la plus intense vie intellectuelle et augmentaient d'autant la hauteur de son planement sur le monde. Que tout cela semblait loin. C'étaient les années de l'Argilier, dans sa grande crise de croyance, du premier et du plus cruel de ses deuils. Toute cette poudre de passé en noyait bien des arêtes, même les plus vives. Notre cœur se fatigue, heureusement. À travers cette profonde épaisseur de temps, nos joies, nos douleurs, nos amours finissent à peu près toutes par sauter de l'actuel dans la mémoire et de celle-ci au néant. Ses pensées lui furent bienfaisantes, plus que le verbalisme de tout à l'heure. Il se sentit plus froidement solitaire, plus refoulé sur lui-même, plus irrémédiablement lointain. La lecture de Denisot elle-même lui servit. Elle prit plaisir au tri des matériaux, à l'élimination des solidités factices. Remise en mouvement, l'efficace mécanique mentale lui redonnait, à petite dose tranquille, le goût des réalités impersonnelles, indépendantes de son propre cœur, dépassant de haut les contingences sentimentales et le caprice des minutes passionnées. Sur elle seule, le temps ne mordait pas. Cette esquisse si pauvre sur le Madonna, le mignon perdu dans les illuminations de l'intelligence, participait, quoiqu'indigne, du cortège d'Athéna. Pendant que bruissait le vaste salon, et que des billes de billard sonnaient quelque part dans ses prolongements, il osa défier toutes les formes de sa longue détresse. Il accentua l'abandon d'Anne dont il avait tant souffert, et son propre martyre. Il dressa sous ses regards le spectacle de la jeune fille toute glace, et réserve pour lui toute grâce et délice pour les autres. Qu'est-ce qu'il lui avait fait ? Il avait dû probablement la regarder comme un idiot, sans s'en rendre compte. Mais où ? À table, à son bras ? D'ailleurs, qu'importait maintenant ? Il se battait contre son amour. Il lui semblait piétiner des roses, massacrer des choses précieuses par rage qu'elles ne fussent pas à lui, déchirer des émotions irretrouvables. Elle s'écartait de lui tristement, suppliante, merveilleuse, heurtée par des crosses de soldats. Comme un musicien se casserait la tête sur des équations d'acoustique, il mêla de calculs et de chiffres les chants de son déchirant amour. Oui. Par quel coefficient d'après-guerre multiplier le chiffre de fortune représenté par le genre de vie qu'il avait sous les yeux ? Il se déclara fou, malade, détraqué, atteint d'une secousse bien décrite, cataloguée, guérissable. Certes, c'était une expérience incomparable, qu'on ne payait pas trop de temps de souffrance. Cette revue des deux mondes, lecture commode, peut-être, n'était-il pas très aimable ni très bien élevé de s'y ensevelir. Il entendait quelques tintements de tasse à café, des éclats de voix particuliers dans le bruit général. 10 minutes encore peut-être, et il pourrait partir. Au fond, la seule vraie Anne, unique, précieuse, et tout à lui. Anne glaciale et passionnée, c'était celle de l'examen, souvenir que rien ne lui arracherait jamais. Il trouva un mot pour la désigner. Il l'appela Anne de l'apparition. Tout le reste ne comptait plus. Le choc fut très court, dramatique. Une seconde paralysie. Et puis toute une reconstitution foudroyante et les forces nécessaires pour se posséder dans une terrible joie. Anne était devant lui, à 2 pas. Il se sentit composer son visage pour une amitié gaie et toute simple, qui était ce qu'elle devait aimer et la seule chance de garder un contact quelconque avec elle. Il lui fut même possible d'entrer à plein, jusqu'en ses claires profondeurs dans les yeux vivants de ses prunelles, et de s'abîmer en leur lumière. Elle dit simplement : « Peut-on interrompre votre revue des deux mondes ?» Elle portait une tasse de café dans les mains,
Sans attendre la réponse, elle demanda « Combien de sucre ?» Il eut le temps de se dire que c'était là un autre moment pathétique qui ne lui serait pas accordé 2 fois. Il lui fallait concentrer toute son âme dans cette mince lame de durée. Elle était fine et svelte, à peu près aussi grande que lui. En 3 coups d'œil, comme une brute, il rafla tout ce qu'il put de ce velouté de pâleur et d'ombre qui était son visage, et sur la belle tête penchée, les ondulations des cheveux châtains aux courbes tendres, réunis en chignon bas, comme dans les statues des baigneuses du XVIIIe siècle. Le bleu des yeux était plus clair et léger qu'il n'eût pensé. Il radia tout, sans discrétion, sans retenue. Peut-être qu'elle était blessée, avec une certaine douceur gracieuse dans sa réserve de toujours. « Mais comme vous restez loin, dit-elle. Elle n'était pas blessée, mais lui, crucifié de remords, idiot, goujat. C'était une simplicité toute unie qu'il fallait devant elle. Il répondit d'éperdus mots quelconques. Loin, oh, voyez, je n'ai pas su m'arracher à de belles pages d'un de mes anciens condisciples. Elles sont vraiment bien ? Il vit se lever d'interrogation les admirables sourcils Watteau. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.